Ok, alors bonjour à tous et bienvenue au salon Job in Paris. Nous allons ensemble aborder le vaste sujet de l'entretien de recrutement, qui est, ma foi, important, hein, il transforme l'essai. Donc c'est important, l'entretien de recrutement a son importance. Alors, moi je suis Céline Tranchant, je suis consultante à l'APEC. L'APEC a pour vocation de vous accompagner à tout moment de votre carrière professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut vous accompagner dans vos périodes de questionnement, dans votre période de positionnement, dans vos périodes d'action, en lien avec, votre parcours professionnel, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc l'entretien de recrutement fait partie des, accompagnements qu'on peut faire pour vous et en tout cas, pour ce contenu-là, on va vous parler des dires et des bons réflexes, en tout cas, qu'on peut avoir pour l'entretien de recrutement. Alors, les enjeux du recrutement, hein, les enjeux d'abord, avant de parler d'enjeux du recrutement, c'est surtout de se dire, finalement, un entretien, c'est quoi? Un entretien, c'est juste un acte de communication entre 2 personnes. C'est déjà quelque chose qu'il faut entendre, parce que ça veut dire que vous allez donner des informations, que la personne en face de vous va les entendre et qu'elle va elle-même vous donner des informations que vous allez entendre. Alors c'est là que ça se complique un petit peu, parce que dans cette communication, il y a des enjeux. L'enjeu pour vous, il est que vous sortiez du bureau de votre recruteur ou que vous éteigniez, la visio, et que cette personne-là se dise: «Moi, j'ai envie de la recruter», et qu'elle n'ait pas de doute sur le profil qu'elle va recruter. Et puis pour vous, c'est de sortir du bureau du recruteur en vous disant: «J'ai dit ce que j'avais à dire, globalement, je n'ai rien oublié et je pense que j'ai été très claire avec ce que j'avais envie, besoin» et cetera et cetera. Donc il y a différents enjeux, hein, par rapport à un entretien. On le voit, hein, sur le petit schéma. Il y a l'enjeu donc du ou de la, candidate, donc votre enjeu à vous. Quel est l'enjeu dans cet entretien de recrutement? Avoir un poste qui correspond à ce que vous en attendiez. Parce que le poste, vous l'avez vu, vous avez répondu à une candidature, ou vous avez fait une candidature spontanée et vous aviez un contenu, un écrit. Mais un écrit, ça ne vous donne pas le comment ça se passe dans l'entreprise. Est-ce que le contenu écrit correspondait bien à ce qu'on vous en explique en entretien, etc., etc. Il y a un enjeu à l'inverse pour le recruteur, c'est-à-dire la personne qui est en face de vous et qui va échanger avec vous. Alors l'enjeu pour le recruteur, hein, on a mis ROI, hein, Return of Investment, le retour sur investissement. Pourquoi? Parce que le recruteur, il va faire un pari sur vous. Il va investir de l'argent sur vous. Il va essayer de faire en sorte de ne pas se tromper. Parce que s'il se trompe de recrutement, peut-être qu'au bout de 3 mois, alors parfois on s'en rend compte plus rapidement, 3 mois, 6 mois, il y a eu un coût, l'entreprise a investi, elle a parié sur vous. Donc il y a un enjeu de retour sur investissement. Est-ce que je prends la bonne personne au bon endroit, hein? Et il va vous confier un peu les clés du poste. Donc il faut que vous soyez la bonne personne au bon endroit. Et puis en parallèle de ça, il y a des enjeux aussi, pour l'entreprise, hein. L'entreprise qui est un système, une organisation, qui a une culture. Est-ce que vous allez correspondre à l'entreprise dans son système? Par exemple, si, les process de l'entreprise, les process de prise de décision sont extrêmement longs, est-ce que vous, ça vous convient? Parce que si vous ne correspondez pas à ça, si ça va pas assez vite, vous allez peut-être pas correspondre au système de l'entreprise. Est-ce que vous allez correspondre à la culture de l'entreprise? Parce que si c'est une culture franco-française et que vous recherchez plutôt une entreprise qui est plutôt ciblée à l'international, peut-être que c'est pas la bonne, ou en tout cas, c'est pas celle vers qui vous souhaiteriez aller le plus. Il y a des enjeux aussi pour l'équipe qui est en place déjà dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que, vous arrivez, comme étant un élément tiers et puis vous allez faire partie intégrante des rouages du système. Et si on veut que le système tourne rond, si on veut que le système, fonctionne, il faut que vous arriviez à vous intégrer dans l'équipe et il faut que l'équipe vous intègre. Donc vous voyez que les enjeux de l'entretien de recrutement sont multiples.
Alors un entretien, ben, évidemment, hein, comme je l'ai dit ce matin, pour les réseaux, comme je l'ai dit ce matin pour les CV, comme je le dirai encore pour les réseaux, et ben, tout se prépare, hein. Un entretien encore plus. Donc en amont de l'entretien, on prépare le contenu de l'entretien. On n'arrive pas, en général, les mains dans les poches en disant: «Bah, écoutez, je vais voir, moi je suis très bon à l'oral, le spontané, ça me connaît, il y a pas de souci, je vais m'en sortir». Ça, vous prenez un gros risque. Peut-être qu'effectivement, hein, vous êtes très bon, à l'oral, peut-être qu'effectivement, vous êtes très bon en spontané, vous savez faire de l'improvisation, mais quand même, il y a quand même peu de chances qu'on transforme l'essai quand on joue, sur, je ne sais pas, la bonne étoile. Donc un entretien, ça se prépare. Ça se prépare comment? Ça se prépare tout d'abord par identifier peut-être des interlocuteurs, identifier, sur les réseaux sociaux, par exemple, les recruteurs, les personnes de l'entreprise, les personnes qui occupent le même poste pour avoir un petit peu, le contenu de ce qu'elles font, hein. C'est un petit peu le pourquoi j'y vais. Pourquoi est-ce que j'ai répondu à cette offre? OK, vous cherchez un poste. D'accord, mais il y a autre chose derrière et les réponses, les premiers niveaux de réponse que vous allez avoir, c'est en allant vous renseigner sur l'entreprise et sur les personnes de l'entreprise. Ensuite, ça se prépare parce qu'un discours d'entretien, un contenu d'entretien, ça se prépare parce qu'en 3 minutes, hein, c'est comme nos 30 secondes pour le CV, en 3 minutes, moi je dois entendre, moi qui ne vous connais pas, vous devez être capable de vous présenter en 3 minutes et le recruteur doit avoir envie de continuer la conversation au bout de ces 3 minutes. Ça veut dire que vous avez préparé en amont, bah, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, le qui vous êtes, le pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Parce que, bah, votre recruteur, il va avoir plusieurs personnes en entretien la même journée. Qu'est-ce qui fera qu'il vous choisit vous et pas un autre? Il a vu des CV, il a eu peut-être 20 CV et il y a 20 CV qui l'intéressent. Qu'est-ce qui va se jouer en entretien? C'est bien le choix et le choix, il va se jouer en partie dans ce que vous allez donner en entretien, hein. Donc 3 minutes pour convaincre, bah, c'est quelque chose sur lequel, par exemple, à l'APEC, on peut vous aider, hein, préparer son entretien en 3 minutes. Vous allez donc préparer vos arguments, vous allez lister vos atouts. Alors c'est quoi vos atouts? C'est, vous avez une expérience, vous avez une expertise, vous connaissez un secteur, vous travaillez de telle manière, vous avez déjà, travaillé dans un autre métier, ça peut être aussi, des atouts, hein, que vous avez. Vous avez, vous avez des connaissances, dans d'autres champs qui peuvent intéresser l'entreprise. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes dans les ressources humaines et puis vous connaissez parfaitement l'industrie, parce que dans une vie antérieure, dans un métier antérieur, vous avez été, je ne sais pas, chef de projet dans l'industrie, hein. Donc vous allez avoir un contenu, que vous préparez avec, des points essentiels. Vous allez préparer peut-être des questions à poser au recruteur. Alors cette rubrique-là, attention, hein, ne faites pas une liste de voilà, alors là, moi j'ai ma liste de questions, chaque recruteur, je vais passer toute la liste de questions parce que comme ça au moins j'ai toutes les réponses. En fonction de ce que vous avez envie de savoir du poste, de l'entreprise, je ne sais pas, du secteur d'activité. Enfin, il y a des questions qui vont être plus importantes pour vous que d'autres. Et puis, il y a des questions qui vont venir au fur et à mesure de l'entretien parce que vous allez avoir envie, vous aussi, d'affiner un point particulier que le recruteur vous aura exprimé. Vous allez avoir envie de poser des choses, vous allez avoir envie de comprendre ou d'être sûr d'avoir compris, hein, tout comme le recruteur le fera à votre rencontre. Et puis, ben, on se prépare mentalement et physiquement. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller faire, un training ou un marathon la veille pour, vous préparer physiquement et mentalement. Si c'est votre besoin, faites-le, hein. Se préparer mentalement, c'est de dire: «Dans ma tête, je suis un professionnel, je vais apporter un contenu à une personne qui souhaite un le bon candidat à la bonne place et je vais lui exposer, je vais lui proposer mon profil parce que je sais que je suis la bonne personne. Et puis, préparation mentale et physique aussi, bah, quand vous le faites en visio, vous voyez, j'y pense au moment où je vous en parle parce que, ben, aujourd'hui, on a quand même, beaucoup d'entretiens en visio et que la visio, bah, si vous êtes chez vous, par exemple, vous n'êtes pas dans votre cuisine. Vous êtes dans un endroit un petit peu neutre, vous pouvez mettre un fond d'écran. Vous êtes surtout aussi dans un endroit
dans lequel vous serez concentré avec pas de bruit autour de vous qui pourrait embêter votre recruteur et qui pourrait surtout enlever quelques bribes de conversation et qui serait dommageable pour vous. Alors, dans un entretien, il y a des étapes. Globalement, on a 6 étapes. Je dis globalement parce que, comme vous le savez, un acte de communication, hein, en fonction de ce qui va se jouer entre vous et l'interlocuteur d'en face, il y a des choses qui vont peut-être être abordées différemment. Par exemple, les phases d'accueil et de découverte se font parfois au téléphone, sur une sorte de premier entretien, une sorte d'entretien, un mini-entretien pour savoir est-ce que déjà je prends le temps de la rencontrer de manière plus formelle, de manière plus longue, parce que déjà au téléphone, on va se dire oui, cette personne-là me paraît correspondre ou pas. Donc, la phase d'accueil et de découverte peut se faire au téléphone en présélection. Elle peut aussi se faire dans le cadre de l'entretien lui-même. Hein, on va vous accueillir physiquement, ça c'est une première chose, mais on va vous présenter l'entreprise, peut-être les locaux, peut-être qu'on va vous expliquer un petit peu les valeurs, l'évolution, etc. La phase de découverte, on va être un petit peu aussi dans ce champ-là. Et puis, il va y avoir une phase d'investigation. C'est un petit peu le « parlez-moi de vous ». Hein, la fameuse question qui angoisse beaucoup, beaucoup de candidats. Oh là là, moi, quand on me dit: «Parlez-moi de vous», mais je dois parler de moi, dans la vie, qu'est-ce que je dois dire? Bah, parlez-moi de vous, c'est parlez-moi de vous en votre qualité de professionnel. Parlez-moi de vous pour m'expliquer qui vous êtes, pour que je puisse, entendre, sentir, comprendre qui vous êtes, hein. Et puis je vais peut-être creuser. Peut-être sur votre CV, il y a une expérience qui va intéresser plus particulièrement le recruteur. Cette phase d'investigation, elle est là pour ça. Elle est pour affiner, pour décortiquer, pour peut-être parfois mieux comprendre quelque chose que vous avez un petit peu éludé ou quelque chose que vous avez sur lequel vous êtes passé de manière un petit peu plus informelle. Et du coup, le recruteur a besoin d'en savoir un peu plus. Donc, on aura cette phase d'investigation. Notre phase de projection, c'est quoi? Bah, la phase de projection, une entreprise, encore une fois, c'est un système, hein, et en qualité de système, elle a besoin de savoir, parce que le système, il évolue avec, bah, le marché, le secteur d'activité, si c'est, une entreprise en lien, à une ESN, par exemple, bah, ça avance très, très vite. Donc le recruteur, il a aussi besoin de savoir, ce que vous voulez vous et dans combien de temps, hein? Comment est-ce que vous vous projetez dans l'entreprise? Comment est-ce que vous projetez l'évolution de vos compétences? Est-ce que vous avez envie, vous êtes là pour du long terme, même si parfois, c'est une question compliquée, hein, mais, est-ce que vous allez rester et comment vous allez avoir envie d'évoluer? Et est-ce que du coup, l'entreprise, le recruteur se dit: «Bah, dans sa projection, est-ce que je vais pouvoir, l'accompagner dans cette projection-là? Est-ce que l'entreprise va dans ce sens-là?» Parce que parfois, par exemple, une TPE ou une PME, si vous lui dites: «Bah, moi j'ai besoin d'évoluer, d'avoir un poste à large responsabilité et cetera» et qu'en face de vous, vous avez le DG, ça va peut-être être compliqué. Donc on a besoin de comprendre aussi, qui vous êtes, ce que vous voulez et en combien de temps. Après, on a une phase de négociation. Alors la négociation, c'est évidemment, bah, le salaire. Le salaire, comment est-ce qu'on négocie un salaire? On en parlera un petit peu plus loin, hein, mais c'est peut-être, avoir un contenu aussi de: «Tiens et aujourd'hui, on a un peu plus le télétravail». Ça rentre un peu plus en ligne de compte. Ça se faisait un peu moins il y a 2 ans, évidemment, ou il y a 1 an et demi. Donc cette phase de négociation, on peut aussi, y intégrer parfois, bah, le recruteur pourrait vous demander, bah, quelles sont vos prétentions ou jusqu'où vous êtes prêt à aller ou, est-ce que vous êtes prêt, par exemple, je ne sais pas, il arrive que l'entreprise demande, à travailler en dehors des heures de travail parce qu'on fait des after work. Est-ce que vous seriez prêt à vous investir dans ce domaine-là? Et cetera. Et puis une phase de conclusion, bah, la phase de conclusion, en fonction du recruteur, on peut vous dire: «Bah, écoutez, voilà, qu'est-ce que, est-ce que vous avez compris de l'entreprise? Comment est-ce que vous sentez les choses? Est-ce que vous avez envie de venir chez nous? Est-ce que, vous êtes la bonne personne et pourquoi?» Hein, il y a des recruteurs, parfois qui vous disent: «Mais,
dites-moi pourquoi je vous recruterai. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai envie de vous recruter, vous, et pas la personne qui arrive après? Essayez de me convaincre. Donc, faites une conclusion en donnant ce qui est vous. Ça peut être aussi une conclusion qui vient évidemment de votre part en disant bah, moi, j'ai compris ça de l'entreprise, j'entends des valeurs, j'aime votre secteur d'activité, vous m'avez convaincu sur tel sujet. Et puis, du coup, de conclure par bah, je vous confirme l'envie de venir travailler chez vous, par exemple. Alors, la phase de découverte. On va décortiquer un petit peu nos phases. Notre phase de découverte, alors comme vous le voyez sur ce petit schéma très explicite, donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, un entretien de recrutement, c'est de la communication pure, ce qu'on appelle la communication interpersonnelle. Dans la communication interpersonnelle, alors vous voyez ce qui se joue, on a ce qui rentre en ligne de compte et ce qui va peser du poids dans la balance, on a 7% de verbal. 7% de verbal, me direz-vous, qu'est-ce que c'est que le verbal? Bah, c'est les mots que vous allez utiliser, le contenu que vous allez utiliser. Donc, vous imaginez qu'en 3 minutes, vous avez intérêt à être sacrément fort sur le contenu pour que ces 7% soient vraiment à 7%. Et puis, vous voyez sur la droite, enfin, ma droite, donc les 55%, je ne sais pas quel côté vous vous placez, on a 55% de non-verbal. Waouh! De verbal, pardon. Donc, non, c'est ça, pardon. Voilà, encore une fois, les aléas du direct. Ça. Du non-verbal. 55% du non-verbal. Alors, c'est quoi le non-verbal? C'est ce que vous ne dites pas. C'est ce que vous montrez que vous ne dites pas. Alors, attention, vous allez me dire, oui, mais en visio, c'est facile, le non-verbal. Alors, il y a des choses qui vont effectivement ne pas apparaître en visio. En revanche, votre visage parle. Vos bras parlent. Par exemple, quand vous parlez d'un sujet qui vous fait extrêmement plaisir, les mains, le corps va s'agiter. Et ça, en visio, on le voit. Si vous avez des mains qui bougent, ça va se voir en visio. Quand vous parlez de quelque chose qui vous a blessé, que vous avez, comme on dit, parfois, j'ai pas réglé certaines choses. Ça, je suis pas très au clair avec ça. Je suis partie de cette entreprise, ça s'est un peu mal passé, je sais pas trop comment le dire. Et si vous n'avez pas travaillé sur le sujet en amont, bah, le non-verbal va parler pour vous. On va sentir quelque chose qui est de l'ordre de ce que vous ne dites pas, mais que vous dites finalement très clairement au niveau du corps. Et puis, on a 38%, nos fameux 38% de ce qu'on appelle le vocal. Le vocal, c'est pas ce que vous dites, mais le comment vous le dites. La voix que vous allez utiliser, le ton que vous allez donner, les silences que vous allez pouvoir utiliser ou que le recruteur va lui-même utiliser. Hein, ça va dans les deux sens, on se dit. Hein. La modulation de fréquence, comme on dit. Hein, et puis, quand vous racontez une histoire, par exemple, bah, raconter une histoire à un enfant, si je fais un parallèle, hein, vous allez raconter une histoire à un enfant, qu'est-ce qui fait que ça l'intéresse? Si vous êtes linéaire tout au long de l'histoire, il n'écoutera plus. Bah, un entretien, c'est pareil. Si vous faites un entretien sans raconter une histoire, sans laisser des silences, pour que le recruteur s'approprie des choses, pour qu'il entende que, attention, il va y avoir un moment important dans ce que vous lui racontez. Si vous n'êtes pas enthousiaste à un moment donné pour montrer que tel poste vous a plu ou que telle mission vous anime, si vous êtes un homme de challenge, bah, si vous me parlez de challenge sans y mettre le ton, ça va être compliqué. Si vous parlez de vos belles réussites sans en être fier à l'intérieur, vous allez le donner et le ton de la voix, le non-verbal, les mots, tout ça va rentrer en ligne de compte. Alors, comme avec cette idée de garder cette idée de raconter une histoire, ça vous aidera et c'est surtout raconter la vôtre. Alors, dans la phase de projection, qu'est-ce qu'on y met dans cette phase de projection? La phase de projection, on a trois carrés, trois contenus qui sont primordiaux. On a la motivation, évidemment. Hein. On a besoin, le recruteur, il a besoin de comprendre et d'entendre quelle est votre motivation. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce qui vous motive dans le travail? Quelle perception vous avez de vos belles réussites? Et la motivation, elle doit s'entendre, elle doit se donner,
elle doit être explicite. Hein. Alors vous allez pas dire évidemment, alors moi ce qui me motive dans la vie, ça peut arriver, mais si à chaque fois vous dites: «Moi mes motivations c'est», après, c'est pas un contenu pertinent. On va comprendre que vous n'avez pas forcément préparé. Mais, on a besoin d'entendre le regard que vous portez sur votre belle réussite et puis, ce qui vous anime dans la vie et ce qui vous anime en général pour un poste et dans une entreprise pour, encore une fois, se dire: «Vous êtes la bonne personne». Alors évidemment, la deuxième chose qui est la plus importante dans cette phase d'investigation, on a besoin de comprendre, d'entendre, de cerner vos compétences. Alors les compétences, c'est le comment vous avez fait tout ça. C'est le un peu, prouvez-le que vous avez fait tout ça et vous allez le prouver en expliquant, en contextualisant ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait et du coup, vous allez prouver à votre recruteur que vous avez bien des compétences, c'est-à-dire vous savez faire, vous savez, vous avez des connaissances et vous, dans notre jargon métier, vous savez être, c'est-à-dire que vous avez des attitudes, vous avez des qualités qui vont servir le poste, qui vont aider l'entreprise, qui vont consolider l'équipe. Et puis, on va aborder, le recruteur a besoin d'entendre ou de vous questionner sur votre potentiel. Alors, c'est quoi votre potentiel? C'est tout ce que vous avez et tout ce que vous allez pouvoir avoir, si je le dis comme ça. Vous avez des capacités relationnelles qui vont servir à l'entreprise. Vous avez un esprit fédérateur, vous allez être dans l'équipe, vous allez embarquer l'équipe sur des choses. Et sur le poste, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on attend de vous. Vous avez des facultés d'apprentissage. Si vous êtes dans une ESN, pardon, bah, c'est important parce que le monde bouge très, très vite. Donc si c'est compliqué, vous avez besoin de beaucoup plus de temps pour apprendre, pour comprendre, pour analyser, et cetera, peut-être que ce n'est pas cette place-là qu'il vous faut ou cette entreprise-là qu'il vous faut. Votre intelligence des situations, c'est quoi l'intelligence des situations? Bah, quand vous allez raconter vos réalisations, normalement, le recruteur, il doit comprendre quand, par exemple, vous avez eu un échec ou vous avez été en difficulté sur la mise en œuvre de quelque chose, vous allez expliquer dans votre discours comment est-ce que sur quoi vous êtes appuyé, qu'est-ce que vous avez utilisé pour bien comprendre la situation, bien la maîtriser et finalement faire aboutir l'objectif. De là, on va en déduire votre investissement. Hein. Est-ce que vous êtes investi dans l'entreprise ou est-ce que si la seule chose qui vous intéresse dans l'entreprise, c'est quels sont les RTT, à quelle heure je termine et quand est-ce que je vais prendre mes congés, on peut supposer que votre investissement, il est à géométrie variable. Hein, je vous taquine un peu, mais là, je dépeins un tableau quand même un peu loin de la réalité. Mais voilà, c'est ça, c'est l'investissement que vous allez donner. Est-ce que vous êtes prêt à partager vos connaissances? Est-ce que vous êtes prêt à apprendre? Est-ce que vous êtes prêt à changer vos modes de fonctionnement pour cette entreprise-là? Donc, c'est votre investissement au global. Et puis, votre capacité de réflexion, bah, la capacité de réflexion, hein, c'est est-ce que je suis en capacité, du coup, peut-être de me remettre en cause sur quelque chose qui n'a pas fonctionné? Est-ce que je suis en capacité d'être créatif si on vous demande d'aller sur une entreprise qui est en mouvement et qui a besoin de changer ses process, pardon. Donc, c'est tout ça qu'on va vous demander. Et dans la phase d'investigation, c'est toute cette matière-là dont on a besoin. Alors ensuite, on a ce qu'on a appelé tout à l'heure une phase de projection. Le recruteur, il a besoin de comprendre qu'on est gagnant-gagnant. Encore une fois, la bonne personne au bon endroit, à la bonne place. Si on est gagnant-gagnant, ça veut dire que vous allez, vous, trouver votre compte dans l'entreprise et que l'entreprise va y trouver son compte. Hein, on est dans la bonne adéquation entre le poste, le candidat et l'entreprise. Et le recruteur, encore une fois, il essaye, il va aller faire en sorte, à travers cet entretien, de valider ses hypothèses et de faire le pari ou pas sur vous. Donc le recruteur, il vous demande souvent de vous projeter. Hein, il vous demande de vous projeter dans le poste déjà. Hein, donc ça, c'est plutôt du court terme. C'est comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous avez compris le poste? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter par rapport à ça? Quel lien vous faites avec telle expérience ou telle expérience? Comment est-ce que vous allez arriver dans l'entreprise et vous mouvoir dans l'entreprise? Hein, il va vous demander aussi de vous projeter dans l'avenir de l'entreprise parce que le recruteur, il sait où va l'entreprise. Hein. L'entreprise, elle a toujours une stratégie de développement.
elle a un investissement, une direction dans laquelle elle va aller plus particulièrement. Est-ce que vous allez correspondre à cette direction-là, hein? Donc, comment vous voyez votre avenir dans l'entreprise? Est-ce que vous le voyez ou est-ce que vous ne le voyez pas? Peut-être vous pouvez proposer aux recruteurs, allez savoir, ah ben j'ai vu, si vous êtes dans, prenons, je sais pas, la réalité, tout ce qui est en lien avec les jeux vidéo, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est très tendance, c'est très émergent. Vous pouvez dire: «Ben voilà, tiens, vous m'avez parlé de telle chose que vous développiez, ça me fait penser à tel, je sais pas, post que j'ai vu, sur LinkedIn ou une émission que j'ai regardée et moi je suis très ouvert à ces sujets-là». Et du coup, le recruteur, il entend qu'effectivement, vous allez peut-être, être fédérateur par rapport à l'avenir de l'entreprise, hein. Donc on est bien dans cette relation gagnant-gagnant. Et puis à travers ça, bah, il va vous demander de vous projeter dans votre évolution professionnelle. Donc ça, évidemment, hein, quand on se disait tout à l'heure qu'il fallait réfléchir, un entretien, ça se préparait, bah, ça se prépare aussi par quelle évolution vous avez envie d'avoir, vous, sur votre parcours professionnel. Et donc dans l'entreprise, à court, moyen, long terme. Alors parfois, j'ai des candidats qui me disent, mais moi, c'est compliqué parce que la seule chose que je sais, c'est que je vais rester dans ce métier, que j'aime apprendre, et cetera. Vous avez pas forcément un nom de poste. Vous avez peut-être, moi, j'ai envie d'évoluer vers, je ne sais pas, du management ou j'ai envie d'aller plutôt vers des postes plus opérationnels. Alors évidemment, heu, l'idée, c'est que ça corresponde au poste ou à la vision que vous avez de l'avenir du poste ou de la transformation du poste. Et puis, si ça ne correspond pas, bah, peut-être pour vous, pas forcément la bonne entreprise, ça peut arriver. Vous avez le droit aussi, à la fin d'un entretien, de ne pas avoir envie de rester dans cet entretien. Encore une fois, on est deux. On doit être dans une phase gagnant-gagnant. La dernière phase, c'est la phase de négociation. On en parlait tout à l'heure, hein. La fameuse question: «Combien valez-vous?» Il y a de moins en moins, on constate, hein, sur les offres d'emploi, il y a, de moins en moins de salaire. Alors c'est vrai que c'est aussi très franco-français, parce que les Français n'aiment pas parler de leur salaire, donc les entreprises non plus. On se laisse une marge. Alors évidemment, l'entreprise a une enveloppe, un poids du poste qui va donner au poste. Elle a aussi une équipe, elle a aussi une politique RH qui va faire qu'elle sait, elle a un moins et un plus dans lequel elle va intégrer le salaire. Ou alors elle a un salaire fixe, elle n'ira pas au-delà et c'est comme ça. Donc le sujet du salaire, c'est comme vous avez préparé en amont cet entretien, vous êtes au fait de l'actualité sur la fourchette de salaire que le marché propose. Et puis, vous allez l'affiner en fonction de votre profil. Si vous êtes jeune diplômé, regardez à peu près sur des profils qui sont moins expérimentés, quelle est l'enveloppe. Si vous êtes plus senior ou à mi-carrière, regardez aussi, ce ne sera pas la même enveloppe a priori. Donc l'idée, c'est de bien avoir une fourchette de salaire, hein. On n'aborde pas le salaire d'entrée de jeu, évidemment, mais on attend que le processus de recrutement soit bien avancé, sauf si, à la fin de l'entretien, on vous demande combien valez-vous. Et à ce moment-là, moi, j'invite les candidats à ouvrir le champ des possibles en donnant effectivement cette fameuse fourchette de salaire et puis de proposer aux recruteurs d'en discuter le moment venu, hein. N'hésitez pas à contre-argumenter, ben, c'est pas forcément dire aux recruteurs: écoutez, non, non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais de dire: écoutez, moi, ce que j'entends du poste, et comme ça, vous lui montrez en plus que vous avez bien écouté ce qu'il vous a dit, ce que j'entends du poste, c'est ça, ça, ça. Je pense que le marché, sur la fourchette de salaire, on est entre, je sais pas, 25-30 K annuels. Moi, je pense qu'on est plutôt sur la fourchette haute, mais tout s'entend. Et on laisse le recruteur le loisir d'évaluer votre profil, d'évaluer la pertinence de l'adéquation homme profil poste, et puis de revenir vers vous pour vous proposer, pour vous faire une proposition d'enveloppe. Enfin, on aborde la phase de conclusion. Alors, parfois, on vous demande: «Est-ce que vous avez des questions?» Évidemment, si vous en avez, posez-les. Attention aux questions qui peuvent être, si la seule question que vous avez, c'est: «Est-ce que je vais pouvoir prendre mes vacances tout de suite?» À vous de voir.
Il faut juste, à vous de voir. Il faut juste, entre guillemets, «assumer», mais si vous prenez un poste début juillet et que vous dites: «Moi, dans 15 jours, je pars en vacances, est-ce que ça va être possible?» Est-ce que ça montre une motivation pour le poste? Je ne sais pas. Si vous n'avez pas de questions, et vous avez le droit, parce que parfois, hein, il y a des personnes qui, à chaud comme ça, n'ont pas de questions parce qu'elles ont besoin de prendre du recul sur ce qui s'est dit, ce qui s'est joué, ce qui a été proposé, et cetera, et cetera. Alors, à ce moment-là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de le dire. Écoutez, là, vous avez été très, très clair, à chaud comme ça, j'ai pas de questions, mais est-ce que je peux me permettre de revenir vers vous si jamais, il restait une zone d'ombre, et cetera? N'hésitez pas, d'accord? Échanger les cartes de visite, alors vous en avez pas forcément, hein, mais si vous en avez, bien sûr, ça c'est plus pertinent sur les entretiens réseau souvent. Quand on a besoin d'informations sur du secteur et cetera et qu'on fait un entretien réseau, on échange nos cartes de visite. Ça peut permettre, aux recruteurs potentiels de vous recontacter s'il avait des besoins. Et puis, par contre, demander les étapes suivantes du processus de recrutement, bah, ça c'est important, hein, parce que, vous n'allez pas attendre derrière votre téléphone qu'on vous rappelle. Si le poste vous intéresse, c'est de dire: «Écoutez, est-ce que vous avez une vision, la prise de fonction?» Alors soit on vous l'a dit, à ce moment-là, vous ne posez pas la question, mais à quel moment vous voyez, la prise de fonction? Est-ce que le process de recrutement, débute? Est-ce que vous rev Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous allez revenir vers moi? Ou peut-être le recruteur va vous le dire, tout simplement, et du coup, vous n'aurez pas cette question-là à poser, hein. Donc une fois que vous avez fait tout ça, bah, l'idée, c'est que vous ressortiez, du bureau ou que vous arriviez à éteindre votre vidéo et que vous soyez satisfait du contenu, que vous n'ayez pas oublié la question, fatale que vous vouliez poser et que vous ayez, le sentiment, en tout cas, de vous dire que vous avez fait de votre mieux, si ce n'est plus. Et puis le recruteur, ben, quand il ferme sa vidéo ou quand il ferme la porte et qu'il vous a raccompagné jusqu'à l'ascenseur, il doit se dire: «C'est la bonne personne» ou en tout cas, j'ai très envie de, s'il y a un process, complémentaire avec un autre entretien de recrutement, j'ai très envie de le proposer comme candidature, hein. Donc on doit être au clair avec tout ça, et si vous avez préparé en amont et si vous avez suivi, tous les bons conseils, pardon, ça devrait, être bon. Alors pour vous, aider, hein, donc soigner la posture et cetera, ça on se l'est dit. Envoyer un mail de remerciement, bah oui, hein, parce que sous 24 heures, vous expliquez: «Voilà, j'ai compris ça, j'ai aimé ça, j'ai particulièrement apprécié, je partage vos valeurs», enfin tout ce que une sorte de mini synthèse de l'analyse que vous faites. D'accord? Alors pour vous tester et pour vous entraîner, il y a plusieurs choses, hein, que l'APEC peut faire, pour vous. Je vous le disais tout à l'heure, on est là pour vous, évidemment, à tout moment de votre parcours. Alors ça peut être, sur le site de l'APEC, vous avez un simulateur d'entretien, qui, vous propose une sorte de question-réponse. Donc quand on pose telle question, est-ce que, si vous répondez, cette forme-là de question, qu'est-ce que le recruteur va penser ou pas? Chacun son cadre de référence, hein. Et puis, vous pouvez aussi tester vos entretiens. Alors, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous allez avoir un consultant APEC qui vous fait une simulation d'entretien d'environ une demi-heure, et puis après, vous avez un débrief d'une demi-heure sur le verbal, le non-verbal, le contenu, peut-être la question qui vous embête. Bah, du coup, vous allez aussi affiner. À un moment donné, ah, telle question, je ne me suis pas sentie à l'aise. Et puis, le consultant APEC va vous donner les bonnes clés de l'entretien. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, évidemment. On est là pour vous aider, à préparer vos entretiens et à faire en sorte que ce soit un résultat gagnant. Margot, je te laisse reprendre la main. Hop, c'est bon, j'ai repris la main. Alors, les questions. Souvent, lors du premier contact, une des premières questions est sur les prétentions salariales. Effectivement. En effet, surtout pour les boîtes de consultants, bon, je te lis un peu la conversation qu'il y a eu. Ouais. Le consulting, du coup. La simulation est-elle ouverte à tous? La simulation au sein de l'APEC, la simulation d'entretien? Je pense que c'est ça.
bien sûr. L'idée, c'est que vous ayez un besoin. Faire de la simulation pour de la simulation, c'est pas forcément opportun. D'accord? Si un jour vous levez le matin en vous disant tiens, si je faisais une simulation pour dans 5 ans, on verra bien, c'est pas opportun. Par contre, si vous êtes en training d'entretien, si vous avez le sentiment que à chaque fois que vous passez un entretien, il y a des questions qui vous dérangent, ou alors que vous n'avez pas d'entretien, ou alors que vous avez des entretiens mais que vous êtes très mal à l'aise avec certains types de sujets, ou alors que vous avez un entretien, par exemple, je ne sais pas, on est lundi, vous avez un entretien jeudi et c'est l'entretien que vous souhaiteriez faire aboutir, n'hésitez pas, au contraire, n'hésitez pas à nous solliciter. Et après, il y a juste Ornella qui nous dit qu'elle cherche une alternance d'1 an pour un bac+2 pour des postes chargés de clientèle ou assistant commercial. Et il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Ornella, venez nous voir si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est que ça a été tout très, très clair. Bah, je pense. Est-ce que d'autres ont des questions? Est-ce qu'il y a des partages qui peuvent être faits ou tout est clair pour tout le monde? Il y a Steve qui nous demande comment se valoriser si nous n'avons pas d'expérience en cas À de chaud, reconversion pro. pardon, dans le cadre d'une reconversion pro? Ouais. Alors, à chaud comme ça, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours très compliqué de répondre à une question sur un profil qu'on ne connaît pas. Vous avez toujours de la matière, vous avez des compétences à transférer. Vous savez faire des choses qui peuvent être utiles dans votre nouveau poste. Et puis votre nouveau poste, vous y avez réfléchi, vous avez peut-être fait des enquêtes réseau, des enquêtes métiers, vous avez quand même de la matière à donner. Mais c'est Steve, hein, c'est ça? Steve, ce que je vous invite à faire, c'est prendre rendez-vous avec un consultant APEC pour travailler sur le sujet si vous ne vous sentez pas à l'aise. N'hésitez pas. On a une autre question. Du coup, quand au moment premier contact, on nous parle de comment réagir quand on parle au premier contact de prétention salariale? Bonne question. Il faut être au clair avec soi-même. Quand on vous parle de prétention salariale dès le départ, ça veut dire que l'entreprise, elle a une vision très concrète du salaire qu'elle peut vous donner ou pas. Et qu'elle se dit que si vous êtes trop au-dessus, c'est pas la peine de vous rencontrer en entretien parce que ça ne matchera pas. Ça veut dire quoi? Il faut être très au clair avec ça. Ça veut dire que quand vous avez regardé à peu près le marché et la fourchette de salaire, si peut-être même vous avez trouvé des infos sur l'entreprise en amont, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vous a dit ah oui, mais dans telle entreprise, les salaires sont très hauts, très bas, très, je ne sais pas. Vous avez des informations. Si vous n'êtes pas au clair avec la fourchette, de toute façon, vous n'aurez pas envie d'y aller. Donc, soyez transparente, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand même de donner une fourchette, mais une fourchette qui est cohérente. Et après, il y a aussi votre vision du monde à vous, qui est entendable, louable, et qu'il faut surtout assumer. C'est que si vous estimez que votre profil sur tel poste vaut tant, et que vous n'en démordez pas, annoncez-le. Et il se peut qu'effectivement, ça ne génère pas d'entretien. Mais en tout cas, vous serez au clair avec vous-même. Alors, on a quoi d'autre comme question? Comment répondre à quels sont vos défauts pour une offre en cabinet d'audit? Il y a deux questions dans la question, hein. C'est quels sont vos défauts? Et en plus, si c'est en cabinet d'audit, qu'est-ce que je réponds? Donc, Ouais, il y a en gros, c'est ça. les défauts, alors évidemment, on en a tous, le recruteur aussi, ça tombe bien. Pour autant, le défaut, c'est pareil, ça se travaille en amont, hein. Un défaut, ça se contextualise. Et l'idée, c'est que le recruteur, il entende, j'ai un défaut, mais je me soigne. Et comme j'en suis conscient, je sais faire avec. Je vous donne un exemple, ça va plus vous parler, je suis têtue. Ça, c'est un défaut qui est quand même assez énorme. Dans la vie, vous pouvez être têtu. Tous vos amis vous disent non, non, c'est pas possible, on ne peut jamais discuter avec toi. Bon, j'exagère un peu, hein, mais. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut être embêtant pour l'entreprise. L'idée, c'est de vous connaître et de savoir comment vous agissez en entreprise parce que vous allez forcément adapter un comportement. Si vous savez que vous êtes têtu, il y a un moment donné, il peut y avoir le respect de la hiérarchie qui dit, et qui est plus fort que le têtu, qui dit « Mon hiérarchique m'a dit ça, c'est OK. Je ne pense pas la même chose que lui, pour autant, je suis capable d'aller dans le sens de l'entreprise. » Le « je suis têtu », il peut aussi s'entendre comme étant je suis un challenger et du coup,
je vais trouver des idées, des systèmes différents pour arriver à mes fins, parce que je suis têtue. Donc, l'idée, c'est de contextualiser comment ça se formalise chez vous et de montrer aux recruteurs que comme vous en êtes conscient, vous allez pouvoir faire avec. Donc, c'est plus un défaut. Alors, on a une autre question. Comment se vendre en mouton à 10 pattes, sachant qu'on n'en a que 2? Si vous en avez deux, c'est déjà pas mal. Peut-être 5, ça pourrait être intéressant. On peut vendre. Parlez-moi de vous vraiment. Vendez ce que vous avez à vendre. De toute façon, si le recruteur cherche forcément, il va forcément. Hein, c'est un petit peu comme le commercial. Je vais faire un parallèle. Le commercial, ou quand vous demandez toujours plus pour avoir moins. Bah, le recruteur, il demande plus pour avoir moins. Il se dit, bah, si j'ai le mouton à 10 pattes, tant mieux, peut-être. Mais si ça se trouve, le mouton à 10 pattes, sur le papier, va correspondre. Et puis, en entretien, on peut imaginer qu'il soit complètement associable. Donc, on va préférer le mouton à 5 pattes, qui est plus sympathique. Donc, l'idée, c'est de parler de vous de la manière la plus simple possible, de donner ce qui est vous. Et comme ça, au moins, si vous êtes recruté, on saura pourquoi on vous recrute. Une question, si nous avons d'autres entretiens, est-ce qu'on peut dire les noms des entreprises ou vaut mieux éviter? Il n'y a rien d'obligatoire. Est-ce que c'est important de donner le nom de l'entreprise? Parfois, on vous demande est-ce que vous avez d'autres entretiens? Vous pouvez effectivement dire oui si c'est la vérité. Non si ce n'est pas la vérité, parce que vous pouvez être en début de démarche de recherche et pas avoir d'autres entretiens parce que vous avez mis votre CV hier, on vous a contacté le lendemain. Donc, vous n'avez pas forcément des entretiens qui s'enchaînent de manière rapide. Vous n'êtes pas obligé de citer les entreprises. Il n'y a rien d'obligatoire. Donc, peut-être en fonction du niveau d'alliance que vous avez créé peut-être avec le recruteur, ça vaut le coup ou pas, vous le sentirez. Une autre question d'Elena. Est-ce qu'on peut trouver des infos sur les fourchettes, fourchettes de rémunération sur les différents postes sur Internet? Par exemple, on peut connaître la fourchette pour le poste d'assistant communication sur Internet. Je pense que oui. On a vraiment des choses précises aujourd'hui. Ouais. Vous avez aussi, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, vous avez sur le site de l'APEC un outil qui s'appelle DataCadre, sur lequel vous allez trouver des informations. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis après, c'est une sorte de benchmark que vous pouvez faire sur les offres d'emploi sur votre poste. Sur 20 offres, quelle est la fourchette de salaire que vous allez pouvoir voir sur un contenu qui est à peu près similaire? Et vous allez avoir un avis. Comment expliquer son projet d'expatriation? Bah, je n'ai pas la personne en face de moi, mais si je l'avais en face de moi, je lui dirais comment est-ce que vous me l'expliquez? On verra ce qu'on en fait après. Y a-t-il des éléments de langage rédhibitoires qu'il faut s'interdire de dire à un recruteur? Alors, j'ai presque envie de dire, c'est évident, mais il y a déjà le langage un petit peu familier. Hein, on n'est pas entre amis. Voilà. Il y a un recruteur qui est dans une entreprise et vous êtes un professionnel. Il y a parfois du langage qui peut être trop le jargon professionnel. Hein. Je prenais l'exemple tout à l'heure des rituels pour parler de réunion, parce que dans votre ancienne entreprise, ça s'appelait rituel. On ne va pas trop comprendre ce que ça veut dire. Après, il peut y avoir aussi, mais ça, c'est des écarts qu'on a tous. Hein. J'ai fait des petits jobs, des petites missions. Ah, j'ai fait une mission, elle n'était pas trop. Bon. Mais c'est ce que vous en faites aussi, vous. Si vous le considérez comme étant une mission secondaire, non, ne le dites pas comme étant il n'y a pas de petit job ou de moins bon job, ou etc. C'est la façon dont vous allez en parler. C'est pour ça que le préparer, c'est mieux. Alors après, je ne sais pas si c'est une question, mais il y a quelqu'un qui dit, il y a un simulateur APEC, sauf erreur, je parlais des salaires, la simulation prend en compte les régions, les secteurs, etc. Donc je pense que c'est une affirmation. Sur le DataCat, vous allez quand même avoir, hein, me semble-t-il, ou sauf erreur de ma part, mais si c'est une erreur de ma part, elle sera corrigée. Ouais, Et il me semble bien. Et après, il y a ou Catherine peut-être. Ouais, Catherine qui dit qu'il y a un Catherine qui est simulateur. plus ancienne que moi à la PEC. Catherine? Oui, c'est ce que j'arrive pas à activer mon. Vous Si, m'entendez? on t'entend, Ouais, Catherine, là. pardon, j'arrivais pas à activer mon. C'est Margot qui m'avait bloqué. Ça bloque Oui, automatiquement.
Il y a effectivement dans les outils en ligne un simulateur de salaire APEC sur la base du travail réalisé par le département études et recherches, voilà, Ouais, qui vous permet d'avoir une idée précise ou en tout cas une fourchette en lien avec ce que vous c'est recherchez. ça. OK. Merci pour la… J'ai dû confondre les deux outils. Alors, c'est ça, Catherine? Non, DataCat, c'est Non? encore autre chose. OK. Donc, pardon, toutes mes excuses. Je fais un mea culpa en direct. Tout va bien, tout ça, c'est encore plus de richesse. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement, Margot, ou c'est OK? Non, pour l'instant, c'est OK, il n'y a pas d'autres questions. Bon, eh bien, si avec tout ça, vous obtenez pas un essai gagnant, déjà pour le préparer, n'hésitez pas encore une fois à venir nous voir. Vous avez mes collègues qui sont encore sur les stands, je pense, donc n'hésitez pas à les contacter pour échanger avec elles et puis pour éventuellement prendre rendez-vous avec un consultant APEC, faire des ateliers, préparer vos entretiens. Attends, il y a quelqu'un Il y a une qui petite main levée. Je Ouais. vois une petite main levée, je la vois, celle-ci. s'active. Et il y a juste aussi, est-ce qu'on peut avoir le lien pour le simulateur fourchette? Alors, je suis en train de le mettre. C'est un petit peu super. long. Voilà. Ouais, pas de souci. C'est action-réaction, vous avez vu un peu? Oui. On va faire. Donc, il y a Cécile qui a la parole. Alors, merci beaucoup. Rebonjour. Bonjour Cécile. Alors, je voulais savoir si moi j'ai bossé dans une grande entreprise, une grosse boîte depuis les 40 dans la cosmétologie. Et je voulais savoir si, à titre de recruteur, vous utilisiez la méthode STER encore. Alors là, Cécile, je vais laisser Catherine vous répondre parce que STARE. j'ai pas encore cette antériorité-là pour vous répondre. Catherine, est-ce que tu as une réponse? Sur la méthode? La méthode STARE. STARE. Non, non, ça ne me dit rien dans les outils utilisés ou dans les pratiques, pardon, des consultants APEC. Parce que Ouais, ça moi non permet plus. d'écrire une Ça date situation. de quand? En fait. Bah, c'était en fait quand j'étais moi chez L'Oréal en 2015. Voilà. D'accord. Bah, Ah, écoutez, c'est trop loin moi, pour moi. en Et j'ai- 2015, Ah, j'étais au marketing, donc en charge de l'offre de service B2B, B2C, ouais, pardon. Et non, ça ne me dit rien. ouais, d'accord, ok, bon. Et alors, dernière question, donc du coup, bah, j'ai eu une petite question. Au niveau des soft skills, Oui. qu'est-ce que vous recommandez de donner? Parce qu'on voit que c'est de plus en plus important dans l'entretien, mais aussi évidemment dans toute la durée de la mission, du contrat, du CDI. Est-ce qu'aujourd'hui, dire par exemple qu'on est dans l'agilité, c'est has-been, est-ce que dire qu'on est Alors, freelance, c'est neuneux parce qu'on bosse pour les assos, vous voyez? il n'y a rien d'has-been ou de neuneux. Encore une fois, c'est ce que vous allez en faire vous. Être agile aujourd'hui, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. On parle tous d'agilité. Donc, si c'est un petit peu comme je suis très dynamique, c'est pas la peine de le dire, on l'entend dans le discours. Ou je suis très souriant et vous souriez pas. Enfin, soyez au clair aussi avec ça. Ouais. Il n'y a pas de bon ou de mauvais soft skill. Il y a ce que vous en faites et comment vous le mettez en action dans l'entreprise et en quoi ça peut servir le poste ou l'entreprise. Et c'est surtout cela que vous allez donner. Ok, ok. D'accord? Si vous rentrez dans une ESN, heureusement que vous êtes un peu agile. Heureusement que vous êtes un petit peu, vous vous adaptez aux situations parce que sinon, ça va être compliqué pour vous. Sauf si vous avez un poste où on va vous laisser. Mais voyez, c'est à vous de voir dans votre. C'est pour ça que la préparation elle est importante, parce que dans votre, moi j'appelle ça une boîte à outils. Dans votre boîte à outils, vous avez tous les outils. Mais l'idée, c'est que vous allez prendre ceux qui vont servir le recruteur. C'est-à-dire que si vous allez sur telle typologie d'entreprise, vous allez mettre en avant plutôt celui-là. Vous êtes, je ne sais pas, très fédérateur. Si vous êtes tout seul dans un bureau et que vous ne vous demande pas de parler à quelqu'un, est-ce que fédérateur, c'est intéressant? Je ne suis pas sûre. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. D'accord, d'accord. C'est vraiment que vous allez adapter en fonction de l'entreprise et du poste, voire même parfois, vous pensiez à quelque chose et pendant l'entretien, en fonction du discours du recruteur, vous allez adapter. D'accord. Est-ce que ça vous répond à votre question, Cécile? Ça répond à ma question. Ok.
Pour la question, présentez-vous, doit-on parler de nos loisirs centres d'intérêt? Est-ce qu'on en parle pas forcément. Déjà, on le met sur le CV, mais ça, on en a parlé tout à l'heure, et on le formalise correctement. Et puis, ça dépend des centres d'intérêt. Est-ce que ça apporte quelque chose de plus ou de moins aux recruteurs? Si vous allez dans une équipe et que vous, je sais pas, vous faites du foot ou du basket, bah déjà, c'est quel poste vous avez et en quoi ça peut être intéressant pour le recruteur de le savoir. Mais en général, très franchement, c'est le recruteur qui va vers vous sur ces sujets-là, qui voit sur votre CV, tiens, vous faites, vous jouez dans l'équipe X, vous faites, tiens, vous faites, je sais pas, vous écrivez, enfin, des centres d'intérêt qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est le recruteur qui va vous interroger dessus. Il y a quelqu'un qui demande le lien de simulateur en visio. Voilà. Et une dernière question, est-ce qu'on peut avoir un exemple des 3 minutes de présentation? Qu'est-ce que vous entendez par un exemple? Je pense, toi, présente-toi en 3 minutes pour montrer. Ça s'appelle un piège. Non, ça se Un peu prépare les 3 progressif, minutes. ouais. Et puis, je vais vous donner un exemple qui sera le mien. Ça n'a aucun intérêt pour celui qui a posé la question ou pour les autres parce que c'est moi. Et que peut-être je vais être très à l'aise sur le sujet ou pas. Peut-être que je vais donner un contenu qui est absolument faux et vous ne le saurez pas. L'important, c'est de le préparer. Et pareil, venez le préparer avec nous. Comment accéder au salon? Alors, je l'ai mis plus haut dans la conversation, le lien. Je le remets. Hop. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Eh ben, c'est qu'on est bon alors. Ouais. Alors, le lien de simulateur, je l'ai mis dans la conversation, sur le Top. simulateur de salaire en tout cas. Merci Catherine. Si c'était la question. Merci beaucoup. Super. Et bah, si c'est bon pour tout le monde, en tout cas, encore merci Céline. Eh ben, avec plaisir. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci à Merci tous. beaucoup. Merci à mes collègues en back-office, parce que c'est très aidant. Et merci à vous pour toutes les questions et interventions, parce que c'est toujours très riche d'échanger. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas, et puis nous, ça nous permet aussi d'affiner. Donc, merci à vous. Tu as beaucoup de merci, très intéressant. Merci pour cette intervention de qualité. Avec plaisir. Très complet, plein d'infos précieuses. Que des merci. Eh bien, écoutez, je vous renvoie les merci et je les prends avec plaisir. Écoutez, merci à tous. Bonne journée à tous. Ouais, bonne journée. Et puis à tout à l'heure, Céline, encore. À tout à l'heure. Ce sera la DER là. Ça marche. Au revoir à tous. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci.